L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors, de qui avez-vous décidé de nous parler ce matin? Quel est l'anniversaire qui vous a marqué? Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars et en 1929, c'est-à-dire il y a 89 ans, était né Samuel Pisar. Alors, Samuel Pisar est connu puisque c'était un célèbre avocat américain, mais c'est surtout un des plus jeunes rescapés de la Shoah, qui est décédé il y a 3 ans, en 2015, en juillet 2015. Et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui pour en fait vous parler. Entre autres, il est le bon exemple de personnes qui ont vécu les pires choses et qui se sont relevées, qui ont fait preuve de résilience et qui sont allés plus loin et qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Alors voilà, donc Samuel Pisar. Alors il naît à Bialystok, comme je vous le dis, le 18 mars 1929. Il naît dans une famille aisée de Pologne. Il va parler l'anglais, le polonais, le yiddish, le russe et le français à la maison. Ça fait pas mal. Oui. Chez eux, ils adore faire d'ailleurs des anagrammes et son prénom Samuel Pisar, son anagramme c'est Paris la Muse. Je ne sais pas si vous voyez. Bah oui, voilà, Pisar, Paris la Muse. Bon, voilà. Et puis il va en 1939, on a la Pologne qui est occupée, donc il y a la guerre qui se déclare. Oui. Lui, c'est la partie de la Pologne dans laquelle il va vivre est elle occupée par l'URSS et donc il va aller à l'école russe. Et puis en 1941, on a les Allemands qui franchissent la frontière russe et donc son père va être arrêté et exécuté, David Pisar. Sa mère et sa petite sœur vont être envoyées vers Treblinka et lui va être déporté au camp d'extermination de Majdanek, dont il va survivre, ce qui est quand même assez impressionnant. Il est très jeune, il a 13 ans en ce moment-là. Il va ensuite survivre au camp d'Auschwitz et ensuite au camp de Dachau. Il va évoquer cette période comme un enfer. Il dira: j'étais si jeune dans l'enfer que je n'avais pas grand-chose à transformer. Ma colonne vertébrale intellectuelle et psychique était si souple qu'elle ne s'est pas brisée. Et puis la guerre terminée, alors il va quand même passer pas mal d'années, enfin pas mal de mois surtout, de longs mois dans les camps des réfugiés où pour lui, il n'y a ni foi ni loi. Il fait ce qu'il veut et puis au bout d'un moment il a de la famille quand même qui avait déjà émigré en France avant la guerre, qui le récupère, des tantes parisiennes, et qui vont lui proposer en fait de venir à Paris. Et puis de Paris il restera un petit peu et il partira vivre en Australie et c'est là qu'il va commencer ses études. De ses études en Australie, il ira étudier à Harvard, ce qui est quand même assez impressionnant. À Harvard, il va connaître un certain sénateur démocrate qui s'appelle John Kennedy. Et c'est donc les deux vont commencer en fait à se connaître et puis Samuel Pisar sera le conseiller de Kennedy et c'est ainsi qu'il va entrer entre guillemets dans les hautes sphères et puis c'est ainsi qu'il va ensuite devenir conseiller d'autres présidents des États-Unis comme Henry Ford, Eisenhower, Henry Ford, Gerald Ford et Eisenhower. Et puis surtout, il a une capacité de raconter ce qu'il a vécu. Pardon ? Henry Ford, c'est la voiture. Ouais. Il a une capacité de raconter en fait ce qu'il a vécu à une période où on ne raconte pas tellement. Il le raconte tout simplement. Et il s'occupe donc. Il y a des sujets qui lui tiennent à cœur, comme les droits de l'homme ou des choses comme ça. Et surtout, il va écrire un livre. Il va écrire un livre en 1979, ses mémoires autobiographiques, qui s'appelle Le sang de l'espoir, dans lequel il va bien raconter les terribles choses qu'il a vécues. Alors quelque chose de très intéressant sur Samuel Pisar, il connaissait bien le compositeur américain Bernstein, et Bernstein va composer ce qu'on appelle la 3e symphonie qui s'appelle Kaddish. Il va l'écrire il va la dédier en fait à la mort, à l'assassinat de Kennedy, donc c'est quand même un choc très important, et il va demander à plusieurs reprises à
à son ami Pizarre d'écrire les paroles de cette symphonie et de raconter, en fait, de parler du Kaddish et de faire un dialogue à Dieu. Et Samuel Pizarre va refuser pendant des années. Il y a des paroles dans cette symphonie ? Oui, c'est une symphonie, ce serait presque un opéra, bien qu'elle s'appelle la symphonie numéro 3, la symphonie Kaddish. Et Samuel Pizarre va refuser, et ce n'est que très tardivement, c'est au début des années 2000 qu'il va accepter, et il va donc rédiger un texte très fort, un dialogue avec Dieu, où en très gros il dit à Dieu: je ne suis plus énervé contre toi, l'énervement est passé, la colère est passée, mais je te pose encore des questions. Tous les matins, je me réveille et je vois mon numéro et je te dis qu'est-ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu as fait ça. Et donc c'est un texte très fort et qui va d'ailleurs qui va être présenté et joué en 2007 au moment de la cérémonie officielle de commémoration de Yom HaShoah et à Yad Vashem et aussi à Paris. Donc c'est quand même un homme extraordinaire qui a... On avait tendance à le comparer parfois avec Elie Wiesel, mais c'est un petit peu différent. D'abord, Elie Wiesel, c'était un véritable... c'était un écrivain. C'était un écrivain, il est dans le monde littéraire, il enseignait la littérature. Samuel Pizarre, lui, il a plutôt été un homme d'action, dans le sens où il a été conseiller de personnes qui ont pris des grandes décisions. Et puis aussi, on va dire que Elie Wiesel, il a énormément écrit sur la Shoah. Dans chacun de ses livres, on peut retrouver un sentiment en rapport avec la Shoah, tandis que Samuel Pizarre, il n'a écrit qu'une autobiographie qui a été très connue et qui est sortie relativement tôt par rapport aux autobiographies. Je sais que moi j'ai fait des études qui portent sur l'idée de la mémoire en histoire, et en histoire on dit toujours que la mémoire commence 40 ans après les faits, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous regardez au niveau de, par exemple, la façon dont on se souvient du débarquement en Normandie, et ben le débarquement en Normandie, on commence à faire de grandes commémorations dans les années 90. Et pourquoi dans les années 90 ? Tout simplement dans les années 80, les années 90, parce que ces jeunes gens qui ont fait le débarquement, ils sont à la retraite 40 ans plus tard, et c'est 40 ans plus tard qu'ils commencent à prendre le temps de se souvenir et de commémorer ce qu'ils ont vécu. Donc c'est un petit peu la même chose, sauf que Samuel Pizarre, comme je vous l'ai dit, il est né en 1929, donc comme en 1930. Si en 1979 il fait paraître ses récits autobiographiques, c'est à nouveau 40 ans plus tard, mais il est à nouveau très jeune, puisqu'il termine la guerre, il a 16 ans, donc il a 56 ans quand il fait paraître ses mémoires. Voilà, donc c'était de Samuel Pizarre dont je voulais vous parler aujourd'hui, un des plus jeunes rescapés de la Shoah, défenseur des droits de l'homme, conseiller de Kennedy, et surtout cet homme qui a écrit un livre très important pour raconter son histoire. Merci beaucoup Eliana, nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.